Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir François Lanoé, qui est notre expert comptable partenaire. Il sera plus à même à répondre aux questions que se posent les investisseurs sur la fiscalité immobilière. François, je vais te laisser te présenter. Bonjour Fabien, merci. Donc moi François Lanoé, je suis expert comptable et j'ai une partie de mon activité qui est sur tout ce qui relève de l'investissement immobilier. Sous toutes ses formes, c'est une matière qui représente des spécificités et un certain niveau de technicité. Les cas sont toujours très divers, donc je suis ravi de répondre aux questions qui me seront posées aujourd'hui. Merci pour ta présentation. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous est très souvent posée, c'est quel régime fiscal choisir pour son premier investissement locatif. Le but, c'est qu'en fait, à la fin de cette vidéo, les personnes qui nous regardent, ils puissent savoir par rapport à leur situation quel est le régime fiscal le plus approprié. Et puis si par exemple il y a la création de société, quel est également le coût de création de cette société. Je vais commencer par la première question, c'est est-ce que tu pourrais lister les différents régimes qui existent? Alors, sur l'investissement immobilier locatif, on va avoir soit de l'investissement, ce qu'on appelle en revenu foncier. Donc, on achète à titre personnel ou dans une SCI à l'impôt sur le revenu, on a des revenus fonciers en termes de régime fiscal. On peut faire de la location meublée, donc location nue, revenu foncier, location meublée. C'est possible. On peut aussi avoir des mécanismes en société, notamment SCI et SCI avec de l'impôt sur les sociétés. Donc, si on essaye de catégoriser, on achète soit en nom propre, c'est moi personne physique qui achète, soit en société, au travers d'une SCI. Et en termes de type de location, on fait soit de la location nue, soit de la location meublée. Et après tout ça s'articule. On peut faire de la location nue en société, de la location meublée en société. On a certaines limites, certaines incompatibilités. C'est un peu pour dresser je dirais, le portrait de ce qui est possible de faire. Peut-être ce qu'on met de côté aujourd'hui, on fait que de l'habitation. C'est que de l'investissement locatif à usage d'habitation. Sur tout ce qui est usage professionnel, commercial, c'est un petit peu différent. Là aujourd'hui on est vraiment focus habitation. Un peu l'éventail de ce qu'on peut avoir avec plein de spécificités à l'intérieur de ça. Du coup, on peut donc investir en nom propre ou en société. Dans quel cas, et tu as également parlé de location meublée, dans quel cas on est obligé de faire de la location meublée, dans quel cas on n'est pas obligé de faire de la location meublée. Parce que je le rappelle, si vous faites de la location meublée, assurez-vous que sur le marché immobilier, il y a bien une demande locative pour le meublé. Ah, effectivement, la location meublée, on y viendra sans doute, c'est un régime fiscal qui est intéressant dans un certain nombre de cas. Comme le dit Fabien, il faut que le bien soit adapté à la location meublée. Sur des petites surfaces, en zone urbaine, ça pose pas de souci. Une maison de 150 mètres carrés en périphérie, ça devient nettement plus compliqué. On a en soi rarement l'obligation de faire la location meublée, sauf sur des résidences de service ou des choses un peu spécifiques. On a souvent la possibilité de faire ou de la location nue ou de la location meublée. On fait généralement le choix de la location meublée pour un attrait fiscal. C'est généralement ça. Après, au sein d'une société, on a des cas d'exclusion de location nue en fonction des régimes fiscaux, notamment si vous êtes dans une SCI à l'impôt sur le revenu, il faut impérativement faire de la location nue. Si vous faites de la location meublée, vous basculez à l'IS. Alors c'est un choix. Ce qui est important, c'est de l'anticiper, parce que si on le fait tardivement, on peut avoir des frottements fiscaux assez importants. D'accord. Donc en fait, la location meublée, on peut la faire pour du LMNP et on peut la faire pour une SCI qui a l'IS. C'est bien ça? Tout à fait. Ok, très bien. Pourquoi en fait choisir à l'acheter en propre ou à l'acheter en société? Alors, tout ça, et c'est un peu la question générale, c'est de se dire, notamment sur mon premier investissement, quel véhicule, donc soit à titre personnel, soit en société, quel régime fiscal, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, revenu foncier, location meublée. Tout ça, ça va vraiment dépendre de la situation de chacun et du bien dans lequel on investit. Est-ce que j'ai déjà des revenus fonciers ou des revenus issus de l'immobilier ou pas? Quelle est ma fiscalité de façon plus générale? Quels sont les revenus de mon foyer fiscal? Et puis quels sont mes objectifs? Est-ce que je fais un premier investissement en vue d'en faire d'autres par la suite? Est-ce que je vais devenir rentier immobilier à terme? Est-ce que c'est un investissement pour transmettre? Est-ce que je veux le transmettre à mes enfants, à un conjoint ou autre? Donc c'est vraiment ça qui va déterminer quel régime fiscal et quels moyens on utilise
pour acquérir ce premier investissement qui peut être la porte ouverture d'autres. D'accord. On a beaucoup d'investisseurs qui ont pour projet de faire un premier investissement. On peut prendre un exemple de 10 000 euros de revenus locatifs, puis dans les 2 ou 3 prochaines années d'en faire un deuxième, avec, admettons, pour simplifier les choses, on va reprendre 10 000 euros de revenus locatifs. Qu'est-ce que tu conseilles pour ces personnes-là? Alors, sauf exception ou cas particulier sur un premier investissement, quelqu'un qui a sa résidence principale ou pas, des revenus, je dirais, dans la médiane des Français, pas de spécificité particulière. Le régime de la location meublée non professionnelle est généralement le plus adapté. Et dans la location meublée, on a différents régimes, donc on choisit l'option au régime réel. D'un point de vue fiscal, c'est ce qui est généralement le plus intéressant, à la fois sur la fiscalité, à la fois sur le fait que les coûts de gestion sont relativement faibles. On a une comptabilité à tenir pour bénéficier des avantages fiscaux, mais un coût de comptabilité qui est relativement léger. Donc généralement, le LMNP en premier investissement, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire, parfois, notamment par des formateurs, avec des structures, des holdings, des SCI dans tous les sens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ce sont des mécaniques qui sont très puissantes, qui sont intéressantes, qui sont exploitées. Est-ce qu'il faut mettre ça en place dès le premier investissement? C'est pas toujours justifié. Sur quelqu'un qui a un plan bien défini, qui a éventuellement de l'apport, déjà un patrimoine, éventuellement qui est chef d'entreprise, qui a déjà un patrimoine professionnel, une holding, de la trésorerie à mettre à disposition, ça semble justifié. Sur quelqu'un qui a 25 ans, des revenus corrects mais pas faramineux, peut-être qu'il faut y aller par étapes, et c'est des mécaniques qui viendront sur les investissements à venir. C'est peut-être pas obligatoirement justifié dès le premier investissement. Ok. On a également beaucoup d'investisseurs qui pensent que la SCI à l'IS, c'est plus intéressant fiscalement que le LMNP. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Alors il n'y a pas de réponse figée parce qu'à chaque fois ça dépend du prix d'achat, du prix de vente, de la durée de détention. Et si on prend sur les mécaniques fiscales, alors ça va peut-être être un peu technique, je vais essayer d'être soft, mais on a une mécanique d'amortissement à la fois en LMNP et en SCI à l'IS. L'amortissement c'est quoi? C'est j'achète mon bien, mon prix d'acquisition, je vais le déduire fiscalement pour partie tous les ans. Et globalement sur 25 ans. Ça, c'est équivalent en société, en SCI à l'IS ou en location meublée non professionnelle quand on investit en nom propre. Okay. Donc là-dessus, il n'y a pas de match. Okay. Là où on peut avoir une différence, c'est sur la plus-value à la sortie. Quand on est en location meublée non professionnelle, on relève de la plus-value immobilière des particuliers. Quand on est à l'impôt sur les sociétés, c'est plus-value impôt société. Sans rentrer dans des éléments trop techniques, quand on est en plus-value immobilière des particuliers, donc en LMNP, plus on garde le bien dans le temps, moins on a de fiscalité, puisqu'on a un abattement pour durée de détention. Rien au bout de 5 ans et exonération complète au bout de 30 ans. Donc là-dessus, plus on garde le bien, si on fait une grosse plus-value, elle peut ne pas être fiscalisée. À l'impôt sur les sociétés, c'est complètement l'inverse, puisqu'on va faire la différence non pas entre le prix de vente et le prix d'achat, mais entre le prix de vente et la valeur restant à amortir. Donc plus on va garder le bien dans le temps, plus on va avoir une plus-value fiscale élevée. Donc si on essaye de remettre les choses en perspective, à l'impôt sur le revenu en revenu foncier, on paye de l'impôt pendant la détention du bien. Okay. Généralement, on en paye peu ou moins à la sortie. À l'inverse, à l'impôt sur les sociétés, on paye peu de fiscalité pendant la détention, mais on en paye à la sortie. Je dirais que la location meublée, c'est au milieu, puisque d'un côté, comme dans une SCI à l'IS, pendant la durée de détention, on bénéficie des amortissements, donc on peut avoir une fiscalité légère ou inexistante. Et à la fois à la vente, on est dans le régime de la location nue, et on peut aussi avoir des exonérations. Donc sur la question LMNP vs SCIS, a priori c'est plutôt, alors après il faut étudier les dossiers et calculer en fonction des horizons de placement, mais a priori c'est plutôt le LMNP qui l'emporte. Après, parfois, on a des seuils sur le LMNP où on ne peut plus faire comme ça. Mais a priori, c'est plutôt le LMNP qui l'emporte. Oui, d'ailleurs, sur la question des seuils, on y reviendra. On va faire une vidéo qui va être dédiée au LMNP. On va l'expliquer vraiment en détail avec les seuils à ne pas dépasser et comment on peut faire si jamais on les dépasse. Au niveau des questions, donc là on a pu voir pour quelqu'un qui veut acheter 1 ou 2 biens immobiliers. Maintenant c'est quelqu'un qui nous dit ok, je voudrais faire plutôt de la défiscalisation, c'est-à-dire que je voudrais payer moins d'impôts.
dans l'investissement locatif dans l'ancien, qu'est-ce qui s'offre à lui? Alors effectivement, on met de côté, il y a des mécaniques sur du neuf, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, il y a des dispositifs spécifiques à la rénovation, notamment au cœur de bourg, là, il y a des lois qui existent là-dessus. Sur l'ancien, ce qu'on peut faire, c'est une mécanique de déficit foncier. Le déficit foncier, il peut être intéressant, mais il s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà des revenus fonciers pour écraser ces revenus fonciers, ou pour des gens qui ont une fiscalité importante. Donc, aller faire une stratégie de revenus fonciers alors qu'on n'est pas ou peu imposé semble pas justifié. Autant on va peut-être stocker ces travaux dans un déficit, dans une SCI à l'IS. Ça peut être une alternative en disant j'achète un bien, j'ai des travaux à faire, comment est-ce que je les gère? C'est pas toujours la stratégie de déficit foncier qui est le plus intéressant. Dans bien des cas, ça peut être justifié, mais c'est pas toujours le cas. Oui, moi ce que je vois pour le déficit foncier également, c'est qu'il faut que le marché immobilier, on va dire, s'y prête, parce qu'il va falloir que vous achetez un bien immobilier avec beaucoup de travaux, en fait une proportion de travaux qui est très importante. Et ça, forcément, en zone urbaine, on trouve beaucoup moins de biens immobiliers qui se prêtent à ça. C'est souvent sur des immeubles, en zone rurale, où en gros vous allez acheter des murs et vous allez tout refaire à l'intérieur. Et là, le déficit foncier peut être intéressant à ce moment-là, mais c'est quand même des cas particuliers, souvent avec des montants aussi d'investissement qui sont plutôt élevés. Alors c'est vrai, c'est très juste ce que dit Fabien. J'attire l'attention sur le fait que sur la partie fiscale, il y a tout ce qui va être travaux qui rentrent dans les déficits fonciers et charges d'entretien. Là, on a vraiment une frontière entre ce qui va relever des charges déductibles, donc qui vont générer du déficit foncier, et ce qui va être des travaux d'amélioration et d'agrandissement qui ne rentrent pas dans le déficit foncier, mais qui rentreront dans le calcul de la plus-value. Parfois, la frontière est tenue, donc c'est important de bien se poser la question en se lançant dans le projet, est-ce que ça va réellement me générer du déficit foncier? Ou est-ce que je suis dans des travaux qui n'entrent pas dans des charges déductibles mais qui seront pris à la sortie sur la plus-value? Ce serait quand même dommage de monter une opération en disant je fais du déficit foncier et au final de ne pas en avoir. C'est vrai. Et puis je pense qu'aussi ça s'adresse à des personnes qui ont vraiment qui payent énormément d'impôts avec une tranche marginale d'imposition qui est très élevée. Tu dirais à partir de combien? On peut déjà se poser la question à partir de 30, effectivement, quand on est à 41, 45, la question se pose nettement moins. C'est vraiment existence de revenus fonciers. Le déficit foncier permet d'enlever cette fiscalité là-dessus. Et tranche marginale d'imposition, c'est vraiment deux critères qui nous disent le déficit foncier en payer. Ok, très bien. Donc en fait, je vais investir dans un ou deux biens immobiliers. J'ai de revenus, on va dire, comme l'ensemble, comme la moyenne française. Le LMNP est très approprié. Maintenant, si je suis chef d'entreprise ou que j'ai l'ambition d'investir pour peut-être plusieurs millions, est-ce que plusieurs millions c'est exact? Oui, même à partir de quelques centaines de milliers d'euros, mais en millions ça marche aussi. Dans l'immobilier, on peut se poser la question de la SCI et peut-être même d'avoir une holding dessus. Et puis, si on est très fortement imposé, plus de 30, voire plutôt 41%, c'est ça la tranche de 41%. On peut également se poser la question du déficit foncier. On arrive à cette fin de vidéo. François, est-ce que tu voudrais nous donner un dernier conseil? Moi, je dirais c'est d'anticiper, donc faites-vous accompagner dès l'origine du projet pour choisir dès le début le bon régime fiscal. Alors, j'ai un certain nombre d'anecdotes sur des accompagnements. Dans l'immobilier, une fois qu'on est passé chez le notaire, il y a un certain nombre de choix qui est plus possible de faire. Si vous avez acheté en SCI alors qu'entre guillemets il aurait fallu l'acheter à titre personnel, c'est trop tard. L'inverse est vrai aussi. Donc ce qui est important, c'est de sécuriser le régime fiscal avant l'acquisition pour savoir comment je l'achète. Donc faites-vous accompagner avant l'acquisition, parce que parfois on arrive à détricoter des choses qui n'ont pas forcément été bien ficelées au début, mais c'est quand même nettement plus compliqué. On voit parfois des sources de pertes fiscales assez importantes. D'accord. Au niveau des coûts, est-ce que tu veux nous dire vraiment en règle générale combien va coûter peut-être une première consultation comme ça, et puis ensuite le régime LMNP, combien ça va coûter si on est au réel, et une SCI à l'IS, un petit peu combien ça coûte vraiment dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, généralement quand vous allez consulter un professionnel, la première consultation sera faite à titre gracieuse, après il peut y avoir des rendez-vous de conseil spécifiques quand il y a des choses à approfondir, des calculs à faire, etc. Sur les grandes lignes, je dirais qu'une constitution de société, aujourd'hui on est à peu près aux alentours de 1 000 euros.
Après, il y a une partie d'honoraires, il y a une partie de frais. Vous pouvez potentiellement créer une société par vous-même. D'expérience, la plupart du temps, c'est pas les bons régimes fiscaux qui sont faits, c'est pas les bonnes de clôture. Donc, ce que vous pensez économiser, bah, vous le repayez plus tard. Il y a parfois des solutions qui peuvent être attrayantes à un faible coût. Souvent, c'est pas personnalisé et c'est à peu près les mêmes erreurs que si vous le faites vous-même. Donc, ça peut paraître un investissement, mais c'est vraiment pour bien sécuriser les choses. Voilà, une société est globalement aux alentours de 1000 euros. Et après, en coût de gestion à l'année, la location meublée, c'est relativement peu cher parce que dans bien des cas, on peut avoir une réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Ce qui fait que ça ne vous coûte en réalité qu'un tiers de ce que vous payez, puisque les 2 tiers restants, vous les récupérez en réduction d'impôt. Donc vous, en coût net, vous êtes à 300-400 euros par an. Okay. Si vous avez un investissement rentable, le coût de la comptabilité n'est jamais un frein. D'accord, très bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt les investisseurs. Allez.